Je comprends leur indignation parce que Louis XIV, avec son collaborateur Colbert, ont mis en place ce qu'on appelait le Code noir. Mais laissez-moi vous dire, depuis quasiment 1648 à aujourd'hui, c'est vrai que l'esclavage a été aboli, mais le Code noir n'a pas été abrogé par la France. C'est d'ailleurs le Premier ministre, l'ancien Premier ministre... Jean-Marc Ayrault. Non, pas Jean-Marc Ayrault, François Bayrou, lors d'une séance de questions au gouvernement, qui apprend finalement que le Code noir n'avait pas été abrogé en France. Et donc, justement, on comprend leur indignation. Et donc, c'est extrêmement grave. Et donc, c'est pourquoi je marque mon indignation, justement, face à l'abstention de la France, qui avait été quand même un pays qui avait suscité beaucoup d'espoir en la matière. Je compte sur vous pour être très bref, rapidement. Non, mais simplement que, à part... La condamnation des États-Unis, Israël, etc. Et l'Argentine. Qui ont des régimes suprémacistes, etc. Pour ce qui est de la France, ça ne me surprend pas dans la mesure où, comme le rappelle un peu son représentant, c'est de dire effectivement, il y a la loi Taubira, la maison des esclaves en 2010, si ma mémoire est bonne, et puis bientôt, il va y avoir la maison de l'homme, l'inauguration, et que donc, pour eux, l'argument qui est avancé, c'est de dire... il y a la concurrence des mémoires et que donc c'est choquant, et de dire effectivement qu'il ne faut pas regarder le passé avec les yeux d'aujourd'hui. C'est un argument, mais enfin, c'est ça, voilà, qui est audible, effectivement. Oui, tout à fait, hein. C'est discutable, mais c'est audible. Il nous reste quelques minutes pour parler de cette résolution adoptée le 25 mars dernier par l'Assemblée générale des Nations unies et qui reconnaît la traite des Africains réduits en esclavage et l'esclavage racialisé des Africains comme crime le plus grave contre l'humanité. Et le texte de la résolution a été porté par le Ghana, qui l'a qualifié de garde-fou contre l'oubli. 124 États ont approuvé le texte, 3 ont voté contre, les États-Unis, Israël, Argentine, et 51 se sont abstenus, dont les États membres de l'Union européenne. Alors, Ladji Karamoko, avant d'analyser les votes, d'abord, quel regard vous portez sur cette résolution ? C'est une résolution qui est extrêmement bienvenue parce que moi, en tant qu'historien, de mémoire d'historien, c'est un thème de crime contre l'humanité d'aussi grande ampleur. Parce que l'esclavage transatlantique occidental commence quasiment du 15e siècle jusqu'au 19e siècle. Et donc, aussi bien dans sa durée, dans son ampleur, déplacé de toute l'histoire, autant de personnes. D'un point A à un point B, autant de crimes, parce qu'on comptabilise en fonction des sources, nous sommes là entre 17 et 20 millions. Et voilà, donc qui puisse engager tout un continent, qui puisse occuper autant d'espace, c'est inédit dans l'histoire. Et donc de ce fait, c'est un crime important, d'accord, et qu'il faut prendre en considération. Et ce texte est bienvenu pour attirer l'attention d'une part, et parce que justement aussi, dans ce texte, on parle aussi de réparation. Et j'ai vu que dans les médias, cette notion a choqué beaucoup de monde. Mais laissez-moi vous dire que les esclavagistes, les négriers ont été dédommagés, ont été réparés. Parce que, rappelez-vous, en 1848, après l'abolition, la seconde abolition de la traite de l'esclavage, une résolution portée par le député Wilter Schellcher, les négriers ont été dédommagés à quasiment, pour l'époque, parce qu'après l'abolition en 1848, en 1849, à hauteur de presque 1,5% du produit intérieur brut, du revenu national. Oui. Et donc, pourquoi est-ce qu'on dédommagerait? Et j'ai entendu le représentant français, justement, aux Nations Unies, mais je pense qu'au-delà de mon sentiment, où je pense que c'est vraiment bienvenu, mais c'est aussi un recul particulièrement pour la France. Parce que, rappelez-vous, la France a été en 2001, avec la loi Taubira, comme le premier pays ayant criminalisé justement l'esclavage. Et d'ailleurs, la date du 10 mars
2006 où la loi a été promulguée, et la journée internationale. Donc la France s'était montrée comme pionnière. Et déjà, après la Révolution française de 1789, il y a eu justement la promulgation de la première charte des droits de l'homme qui indique dans son article premier l'égalité entre les êtres humains. Tout à fait. Mais concrètement, cette abstention de la France et de l'Union européenne est un recul, est un point noir de l'histoire. Et l'Union européenne, parce que le Portugal a été le pays qui a été qualifié l'esclavage est une invention portugaise. Et il fut justement dans les années 1600 où l'esclavage et le Portugal étaient les pays qui fournissaient. Et surtout, un acteur aussi important, l'Église, parce que l'esclavage se pratiquait. Mais c'est justement après, bon, comme le temps est quand même très court pour revenir, mais l'Église a organisé justement la confrontation de Valladolid, où justement l'Église a finalement décidé, avec le cardinal Roncerie qui représentait à l'époque le pape Jules III, a demandé finalement à ce qu'on puisse se tourner vers l'Afrique pour aller chercher de la main-d'œuvre. Parce que l'Église a reconnu que les esclaves avaient une âme. Exact. Bon, Indien. Non, c'est indien. Parce que lors du débat, ça s'appelle la controverse de Valladolid. Les autochtones avaient une âme. Lors de cette confrontation en 1650 qui a opposé Bartolomé de Las Casas et Sepúlveda, justement. Et donc, on a conclu que les Indiens, justement, et c'est l'une des limites aussi de cette loi, c'est qu'on prend en compte l'esclavage des Noirs, mais on ne tient pas compte non seulement de l'esclavage de ces Amérindiens, mais aussi on occulte l'esclavage oriental. D'ailleurs, Kamel Daoud a fait une belle tribune dans Le Point où justement il parle de cette question. Donc globalement, pour me résumer, c'est une bonne nouvelle qu'on puisse avoir cette loi et aussi qui parle de réparation. Mais aussi, je trouve que les pays qui se sont abstenus, notamment les pays de l'Union européenne, y compris, eu égard à ce que je viens de dire dans la quintessence historique, est un point noir que l'Union européenne pose sur son histoire. Et les 3 pays, justement, malheureusement, qui ont voté contre. Aujourd'hui, ce sont des pays qui se sont montrés, des pays qui sont dirigés par des gouvernements d'extrême, racistes, xénophobes, altérophobes. Et justement, aujourd'hui, avec une fascination suprémaciste, une fascination justement pour des milieux néo-nazis. Et donc, c'est extrêmement triste qu'on en arrive là. Mais dans l'ensemble, c'est tout à fait satisfaisant qu'on puisse aborder cette thématique. Il nous reste 4-5 minutes pour... je dois préciser, vous en avez parlé, plusieurs parlementaires des Antilles, Guadeloupe, Martinique et Guyane aussi. Guyane aussi. Reproche à la France d'avoir choisi l'abstention. Et en fait, place la France devant une forme de contradiction. On l'avait bien dit d'ailleurs. Ils ne comprennent pas effectivement que la France qui avait reconnu l'esclavage comme crime contre l'humanité puisse s'abstenir à cette occasion. Et Francis, je comprends leur indignation parce que Louis XIV, avec son collaborateur Colbert, ont mis en place ce qu'on appelait le Code noir. Mais laissez-moi vous dire, depuis quasiment 1648 à aujourd'hui, c'est vrai que l'esclavage a été aboli, mais le Code noir n'a pas été abrogé par la France. C'est d'ailleurs le Premier ministre... l'ancien Premier ministre... Jean-Marc Ayrault. Non, pas Jean-Marc Ayrault, François Bayrou, lors d'une séance de questions au gouvernement, qui apprend finalement que le Code noir n'avait pas été abrogé en France. Et donc, justement, on comprend leur indignation. Ça a été évoqué l'année dernière. Et donc, c'est extrêmement grave. Et donc, c'est pourquoi je marque mon indignation, justement, face à l'abstention de la France, qui avait été quand même un pays qui avait suscité beaucoup d'espoir en la matière. Je compte sur vous pour être très bref, rapidement. Non, mais simplement que, à part... La condamnation des États-Unis, Israël, etc. Et l'Argentine. Qui ont des régimes suprémacistes, etc. Pour ce qui est de la France, ça ne me surprend pas dans la mesure où, comme le rappelle un peu son représentant, c'est de dire effectivement, il y a la loi Taubira, la maison des esclaves en 2010, si ma mémoire est bonne, et puis bientôt, il va y avoir la maison de l'homme, l'inauguration, et que donc, pour eux, l'argument qui est avancé, c'est de dire...
Il y a la concurrence des mémoires et que donc c'est choquant et de dire effectivement qu'il ne faut pas regarder le passé avec les yeux d'aujourd'hui. C'est un argument, mais enfin, c'est ça, voilà, qui est audible, effectivement. Oui, tout à fait. Hein. C'est discutable, mais c'est audible. D'accord. Absolument, puisque à cette époque-là, c'est pas nos règles d'aujourd'hui. D'accord. Parce qu'on a souvent. C'est une façon de dire que la France a fait sa part, c'est ça? Pardon? C'est une façon de dire qu'elle a fait sa part. Non, c'est ce que la France dit. Hein, oui, c'est ce que dit la France. Et l'autre point d'achoppement, c'est la question de l'indemnisation, de la réparation. Oui, surtout ça. C'est ça, puisqu'il se pose la question à qui et comment. C'est un sujet qui a toujours effrayé, évidemment. Oui. Bon, en fait, c'est les uns et les autres essaient de se protéger. Oui. Pour le cas de la France, c'est la question, depuis quelque temps, agitée de la restitution des objets qui ont été Mais qui se fait. Et il y a également la question de la réparation. Et on se souvient qu'en début des années 2000, cette question s'était posée et qu'il y a certains présidents comme Abdoulaye Wade qui étaient contre. C'est ça. Au niveau de l'Union européenne, il y a le cas aussi de l'Allemagne qui pose problème dans la mesure où c'est pour des raisons historiques parce que l'Allemagne a déjà beaucoup donné à cause de la Shoah. Et donc, cette séquence mémorielle fait qu'il y a des réticences. Ils n'ont pas fait aussi pour les héros? Oui, mais pas autant que pour le cas de la Shoah. Et donc, ce qui fait qu'il y a des réticences. Hein. Il y a des réticences sur le plan. Hein, qui est toujours du mauvais côté de l'histoire, oui, mais même aujourd'hui encore. Oui, mais c'est pour des questions en soutenant on avait également noté, d'ailleurs, sur le continent en tout cas, on avait beaucoup parlé de l'abstention du Bénin également. Et de Madagascar. Cela a été réparé puisque le Bénin avait parlé d'une absence, une absence, disons, technique. Hein. Exactement. En tout cas, donc, le vote a été fait en différé en quelque sorte. Tout à fait. En tout cas, même si on peut se dire que c'est une résolution, certains considèrent cette résolution comme imparfaite, mais elle est nécessaire dans la mesure où l'oubli ne doit pas se faire. Elle est nécessaire, dites-vous. Vous parlez comme le président ghanéen qui dit c'est un garde-fou contre l'oubli. C'est lui que je paraphrase. C'est vous qui allez conclure, Grégory, en une seconde. Pour être complet, en plus de la loi Taubira, le Parlement européen aussi avait reconnu l'esclavage comme un crime contre l'humanité, il faut le souligner. L'UNESCO aussi. Oui, c'est ça. Mais moi, pour finir, je paraphraserai ce qu'a dit le ministre des Affaires étrangères du Ghana, qui est intéressant. On a choisi la mémoire à défaut du silence, et on a choisi la dignité au lieu de l'effacement, et on a choisi l'humanité partagée au lieu de la division. Voilà. On ne peut pas mieux conclure une émission, évidemment. Merci beaucoup, Grégory, Sileni. Merci, Ladji Kamoko Ouattara. Je vous en prie. Merci d'être venu, c'est un plaisir de vous recevoir à chaque fois. Alfred, merci beaucoup. On vous laisse à vos activités. Mes très chères téléspectatrices. Ben Yassi, merci beaucoup. Merci Francis. Merci à Romain Clicquot-Deminck qui assurait donc la réalisation. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Panel Hebdo. D'ici là, prenez grand soin de vous. À très vite.